Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte, mais attention, pas n'importe lequel, un texte absolument fulgurant. C'est la préface qu'un géant, un monstre de la littérature française, a ajouté à l'un de ses livres les plus troublants. On est en 1832 et Victor Hugo, il a décidé que l'écriture seule, ça ne suffisait plus. Il part littéralement en guerre. Ok, imaginez un peu la scène. On remonte le temps, on est en 1829. Et là, à Paris, un livre un peu étrange débarque dans les librairies. Le truc ? Personne ne sait qui l'a écrit. Il est publié sans nom d'auteur. Et tout de suite, il fascine, il dérange. Bref, dans les salons parisiens, on ne parle que de ça. Et ce qui est fou, c'est que le livre s'ouvre sur une note hyper mystérieuse. Est-ce que c'est le vrai journal d'un condamné à mort qu'on aurait retrouvé par hasard ? Ou alors, est-ce que c'est l'œuvre d'un artiste, un rêveur comme il dit, qui s'est juste laissé complètement obsédé par cette idée macabre ? Eh bien, l'auteur ne tranche pas, il laisse le choix. Le flou est total et c'est ça qui est génial. Du coup, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Fiction ou manifeste politique secret ? Parce que cette plongée dans la tête d'un condamné, c'est tellement intense, ça sonne tellement vrai, qu'on a du mal à savoir où finit l'art et où commence le combat politique. L'ambiguïté est parfaite. Et puis, 3 ans passent, on est en 1832, et là, bam, le masque tombe. L'auteur, c'est Victor Hugo. Et il se dit que le jeu a assez duré, le climat politique a évolué, et il sent que c'est le moment, que c'est même son devoir de dire pourquoi il a vraiment écrit ce livre. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Hugo le dit, noir sur blanc. Ce livre est une arme. Ce n'est pas juste une histoire pour faire peur, non. C'est un plaidoyer, le mot est lâché. Un plaidoyer direct, frontal, contre la peine de mort. En fait, cette idée politique, elle était là depuis le tout début, juste cachée sous le vernis de la littérature. Alors attention, Hugo met les choses au clair tout de suite. Son but, ce n'est pas de défendre un criminel en particulier. Pas du tout. Sa cause est beaucoup plus large. En fait, il se pose en avocat de tous les condamnés. Ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est un plaidoyer pour le droit fondamental à la vie. Mais alors, d'où ça lui vient, cette obsession ? On pourrait croire que c'est une inspiration littéraire, qu'il a lu quelque chose, mais pas du tout. Les racines de ce livre, elles sont bien plus directes. Et disons-le, bien plus sanglantes. Elles sont plantées en plein cœur du Paris de son temps. Écoutez bien l'image qu'il utilise, elle est d'une violence incroyable. Il ne dit pas « j'ai eu une idée », non. Il dit qu'il l'a ramassée, comme si c'était un objet, un truc physique tout sale, plein de sang qui traînait par terre juste au pied de l'échafaud. L'inspiration, ici, c'est une pure vision d'horreur. Et cette vision, elle ne le lâche plus. Ça devient un supplice personnel, c'est son mot. Chaque jour où il y a une exécution, il est comme solidaire du condamné. Il imagine son calvaire heure par heure. Du coup, écrire ce livre, pour lui, c'est presque une thérapie, une façon de se soulager, de ne plus se sentir complice de ce qu'il appelle, excusez du peu, un crime public. Ce qui va vraiment pousser Hugo à écrire cette préface en 1832, c'est un événement politique très précis. C'est un moment où, soudain, on se met à parler de l'abolition. Mais pas par grande humanité, non, par pur égoïsme. Et ça va réveiller toute l'indignation d'Hugo. Alors, pour bien comprendre, petit retour en arrière. Juste après la Révolution de Juillet, en 1830, il y a comme un vent d'optimisme qui souffle sur la France. On a l'impression que la peine de mort, c'est fini, qu'elle est abolie par une sorte d'accord général silencieux. Sauf que, en octobre, tout à coup, la Chambre des députés s'enflamme pour la cause. La question, c'est pourquoi ? Et la réponse, vous allez voir, elle est beaucoup moins noble qu'on pourrait le croire. Voilà le fond du problème, pour Hugo. Il y a 4 ministres de l'ancien gouvernement qui risquent la guillotine. Et là, panique à bord. Les députés, ces fameux hommes du monde, ils réalisent d'un coup que la guillotine, ça pourrait aussi être pour eux. Alors ils veulent l'abolir pour se sauver la mise. Mais quand il s'agit d'un misérable, d'un pauvre diable qui a volé parce qu'il avait faim, là, bizarrement, ça ne les dérangeait pas. Et le pire, c'est que cette tentative complètement hypocrite a eu l'effet exactement inverse de ce qu'il voulait. Le peuple n'est pas dupe, il a bien vu qu'on essayait de le manipuler. Du coup, par réaction, il s'est mis à défendre la peine de mort. Hugo est sans pitié, il leur dit « Votre comédie, c'était un fiasco total, on vous a sifflé. » Et à cause d'eux, la cause de l'abolition est compromise pour un bon moment. Bon, après avoir réglé ses comptes avec les politiques, Hugo change de tactique. Maintenant, il va s'attaquer de front à la logique même de ceux qui défendent la peine de mort. Il va prendre leurs arguments un par un et les démolir. Il y en avait 3 principaux à l'époque. Premier argument, il faut retrancher de la société un individu dangereux. Hugo répond, simple, basique. La prison à perpétuité, ça suffit. Sa formule est juste géniale, pas de bourreau où le geôlier suffit. C'est imparable. Deuxième argument, la vengeance de la société. Là, il dit que la société doit être au-dessus de ça. Son rôle, c'est de corriger, pas de se venger comme un particulier. Et enfin, le troisième, et c'est le plus important,
l'argument de l'exemple. Alors, cette fameuse théorie de l'exemple, c'était vraiment la clé de voûte du système judiciaire de l'époque. L'idée, c'était quoi? C'était que le spectacle de la guillotine, la peur que ça inspire, eh bien, ça allait dissuader les autres de commettre des crimes. Le meilleur des remparts, en somme. Sauf que Hugo va montrer que dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et pour le prouver, il sort un exemple incroyable. À Saint-Paul, le jour de Mardi Gras, qu'est-ce qui se passe après une exécution? Une bande de fêtards masqués vient danser autour de l'échafaud. On est loin, très loin de la peur solennelle. L'exécution devient un spectacle, une attraction morbide. L'exemple se change en farce grotesque. Comme l'écrit Hugo, le Mardi Gras vous rit au nez. Mais pour vraiment achever cette théorie de l'exemple, Hugo va encore plus loin. Il montre que l'exécution, ce n'est pas un acte de justice propre et net. C'est souvent une boucherie immonde, un spectacle d'incompétence et de cruauté pure. Et là, il va nous raconter l'affaire de Pamiers. Et c'est peut-être la preuve la plus terrifiante de toutes. L'histoire est à glacer le sang. On amène le condamné. Le bourreau lâche le couperet. La lame tombe, mais elle se coince. Elle ne fait qu'entailler le cou de l'homme sans le tuer. Le condamné se met à hurler. Et ce n'est que le début de l'horreur. Le bourreau, complètement paniqué, remonte la lame et la laisse retomber. Une deuxième fois, une troisième fois. Au total, le couperet va tomber 5 fois. 5 fois. Et à chaque fois, la lame mord la chair, mais ne tranche pas la tête. C'est tellement insoutenable qu'à la fin, un des aides du bourreau est obligé de monter sur l'échafaud pour finir le travail, avec un simple couteau de boucher. La description d'Hugo est d'une précision chirurgicale et insoutenable. On imagine à peine la scène, ce condamné qui se redresse, la tête à moitié coupée, qui supplie qu'on ait pitié de lui. Et là, on comprend l'argument final d'Hugo. Ce n'est plus de la justice à ce niveau-là, c'est de la torture. Point. Mais après nous avoir plongé dans cette horreur absolue, Hugo ne nous abandonne pas dans le noir. Il termine sa préface sur une note complètement différente. Une vision prophétique, pleine d'espoir, sur ce que pourrait être l'avenir. Pour lui, la société d'avant, l'ancien monde, reposait sur 3 piliers, le prêtre, le roi et le bourreau. Il dit que les révolutions, qu'elles soient intellectuelles ou politiques, ont déjà fait tomber les 2 premiers. Alors, pour Hugo, la suite est logique. Il est temps que le 3e et dernier pilier, le bourreau, s'écroule lui aussi. Et sa conclusion, elle est d'une simplicité et d'une puissance, incroyable. Pour remplacer cet ordre ancien, il ne propose pas un grand système compliqué, non, juste une idée. Il dit qu'il faut traiter le crime non plus avec la colère et la vengeance, mais avec la charité et la compassion. En gros, remplacer la logique du châtiment par une logique du soin. Une idée qui, aujourd'hui encore, continue de nous interroger. Voilà tout.